Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. On est très très heureuse je le dis au féminin, d'accueillir Adélion ce soir. C'est une soirée qui sera composée donc d'une discussion et d'une lecture, entrecoupée de lectures, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir Selma Alaoui, que je remercie pour sa vision et le travail de sélection qu'on a fait ensemble. On y va. Bonsoir. Une chercheuse craignant de devenir folle se met en quête de réponses sur la vie de son arrière-grand-mère, morte en 1990, avant sa naissance. D'elle, elle ne sait pas grand-chose. Les enfants d'Élisabeth ne parlent jamais de leur mère entre eux et ils n'en parlent pas à leurs enfants qui n'en parlent pas à leurs petits-enfants. L'arrière-petite-fille ne dispose que de quelques visions familiales figées et du savoir qu'après avoir été diagnostiquée schizophrène, Élisabeth, dite Betsy, a subi une opération de lobotomie dans les années 50 en France. Premier roman publié en France en janvier dernier par les éditions du Sous-Sol. Mon vrai nom est Elisabeth, est un phénomène éditorial, un peu comparable peut-être à La destinée de Triste Tigre de Neige Sino en 2023. Le livre a été réédité à une dizaine de reprises, je crois maintenant, et il s'est vendu à ce jour à 50 000 exemplaires. Il a été sélectionné pour le prix du livre inter, le Goncourt du premier roman. Il a reçu le prix littéraire du Nouvel Obs 2025, le prix Essai France Télévisions 2025, le prix littéraire du Barreau de Marseille, dont j'ignorais l'existence. Il est, à l'heure où l'on se parle, numéro 2 des ventes en France, juste en dessous de la série La femme de ménage de Frida McFadden. Et oui. Et c'est pas pour le phénomène éditorial qu'on a fait parvenir une invitation à Adélion il y a de cela quelques semaines. C'est parce que, comme beaucoup, on a été impressionnés, bouleversés par ce texte, à la lisière de l'enquête familiale, du récit de soi, de l'essai sur l'hérédité, sur la psychiatrisation des femmes au XXe siècle. C'est un texte kaléidoscopique, informé par divers matériaux, monté avec une profonde intelligence, un récit aux multiples entrées, visibles et palpables à la lecture, archives personnelles, institutionnelles, photographie des lieux, facsimilés de rapports médicaux, entretiens retranscrits, échanges de SMS, recettes de cuisine. C'est une quête, un récit de colère, un parcours d'analyse intergénérationnelle soutenu par une intelligence de propos et une conviction qui force l'admiration. On va commencer cet entretien par une sorte de présentation de vos multiples identités. Vous êtes Adèle, chercheuse en cinéma, et il y a 4 ans, vous avez tout mis de côté pour vous consacrer à la cuisine, que vous pratiquez aujourd'hui de manière professionnelle. Vous êtes désormais autrice. Voilà, pour un dessin rapide de quelques-unes de vos identités, j'aimerais qu'on se représente un peu votre itinéraire de lectrice avant de devenir autrice. Avez-vous beaucoup lu avant d'écrire ce texte, et en tant que lectrice, quels sont les écrivains ou les livres les plus précieux de votre bibliothèque ? Bonsoir. Oui, j'ai toujours été une grande lectrice avec une bibliothèque familiale assez particulière parce que mon père ne lisait que des livres sur la Shoah, en lien avec la Shoah, pendant très longtemps. Ça a duré à peu près toute mon enfance. Et ma mère, qui avait fait une licence de slavistique, ne lisait que des romans russes. Et donc, la bibliothèque de la maison était composée de livres sur la Shoah et de romans russes, souvent dans des éditions bilingues. Ce sont en gros mes premières expériences de lecture, secondées par les séjours que je faisais chez mon grand-père, alors de l'autre côté de la famille, qui lui était un lecteur invétéré de romans feuilletons. Alors ça allait, bon, pour le plus connu c'était Dumas, sinon on avait les Pardaillan, Zévaco, Druon, donc toutes ces espèces de fresques historiques feuilletonnantes avec une gestion du cliffhanger que vous retrouvez peut-être apparemment dans Mon vrai nom est Elisabeth, et aussi de la science-fiction beaucoup moins connue du type Burroughs, celui qui a écrit Le cycle de Vénus ou Les Tarzans. Donc voilà, tout ça pour dire que je baignais dans un univers littéraire assez hétéroclite et pas très français d'ailleurs, pas beaucoup de littérature française à part pour Dumas.
J'ai pris un certain temps à développer mes propres goûts littéraires. Mais j'allais dire, quand j'y pense là, en fait, je me rends compte que mes premières vraies grandes émotions de littérature, c'est avec Dostoïevski au lycée. Donc finalement, j'étais pas si loin de la licence de slavistique de ma mère. Voilà, et simplement, enfin, c'est vrai qu'il faut quand même que je spécifie qu'avec les études que j'ai faites, qui sont très patrimoniales en termes de littérature, j'avais très peu accès à la littérature contemporaine, c'est une première chose, et j'avais très peu accès à des voix de femmes, c'est une seconde chose importante. Je pense que la première et presque seule femme que j'ai lue avant quasiment de commencer ce livre, c'était Yourcenar et Les Mémoires d'Adrien, qui sont donc aussi un livre sur un homme finalement, et c'est quelque chose sur lequel je me rattrape beaucoup ces dernières années, et je dévore assez avidement toutes ces femmes desquelles je me suis privée pendant tant d'années. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'intention, le point de départ de ce texte, puisque vous l'avez beaucoup expliqué. Au départ, vous n'avez pas de curiosité particulière envers cette arrière-grand-mère que vous n'avez pas connue. C'est une chose que vous dites bien. Mais il se trouve qu'au départ de cette entreprise, vous vous décrivez immergé dans une relation amoureuse dysfonctionnelle. Et vous avez une étrange sensation de vous tenir là, comme tout au bord de rejoindre une hérédité qui plane. Cet héritage menaçant, c'est celui d'Elisabeth, donc dite Betsy, née en 1916, morte en 1990. Et à son propos, on ne peut pas parler de secret de famille à proprement dit, ni d'un silence complet. Votre arrière-grand-mère est à un endroit, elle occupe une pièce de l'échafaudage familial, celle d'une vieille femme décrite comme un peu folle, au déjeuner de famille par exemple, et à qui on accole un diagnostic de schizophrène. Elle a une place spéciale, certes, mais elle n'est pas tout à fait une question pour vous. J'aimerais m'en reporter à l'exergue du livre, qui est cette citation de Roland Barthes dans son essai La chambre claire sur la photographie, que vous avez choisi de mettre là tout au début du texte. Je voulais l'approfondir, non comme une question, mais comme une blessure. À quel endroit précis l'histoire de Betsy vient précisément vous heurter, et comment expliquer que vous êtes celle, la première, qui ne se soit pas contentée de l'éviter? Et simplement pour expliquer d'où vient le choix de cet exergue, c'est que donc au départ je suis une chercheuse moi, et investir une enquête, un thème, non pas comme une question mais comme une blessure, en tant que chercheuse, ça a une signification particulière. Ça veut dire c'est presque une annonce, parce que ce livre est vraiment aussi ma thèse. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre ce livre et ma thèse. Donc c'est une manière aussi de préparer les personnes aussi universitaires auxquelles je le destine au fait que c'est un texte de recherche qui va être véritablement ancré dans une sensibilité et dans lequel je vais essayer d'approfondir un affect et pas seulement une série de faits ou une théorie. Donc, effectivement, ça tient au fait que, contrairement au sujet de recherche habituel, j'entretiens un lien intime avec Elisabeth, parce que d'abord un lien familial, c'était mon arrière-grand-mère, et un lien intime aussi du fait que c'est un personnage assez important en fait de ma construction, dans cette version fantomatique et en fait assez peu concrète, comme tous les fantômes ou comme tous les fantasmes, qui m'a accompagnée à différents moments de mon existence, que je peux caractériser comme des moments de trouble ou d'inconfort ou d'intranquillité. Et cette enquête, elle commence à un moment où j'ai à peu près 26 ans. J'ai déjà pensé à Elisabeth auparavant, autour de mes 18-19 ans, voilà, à des moments où je vais faire une série de crises d'angoisse ou enfin, des choses comme ça, et où justement cette figure va surgir extrêmement menaçante, avec cette idée que ça y est, c'est mon tour. Et je me souviens vraiment de cette expression de « c'est mon tour », qui peut-être reprend un « c'est ton tour », en fait, qui devait sans doute se tramer dans les consciences des femmes de la famille. Et donc ce lien affectif avec Elisabeth, c'est aussi, enfin cette blessure-là, c'est d'abord la mienne en quelque sorte, c'est cet endroit où il se pourrait que nos destins se rejoignent, et le danger que ça représente pour moi.
Donc vous décidez d'aller voir plus loin et d'ouvrir la possibilité qu'il y ait une autre histoire derrière l'histoire. Et vous vous mettez au début du livre assez littéralement en scène au volant de votre Toyota Yaris. Vous prenez littéralement la route, vous engagez une enquête qui commence bien sûr par le cercle familial de celles et ceux qui y restent. J'aimerais qu'on écoute un premier extrait. Il s'agit, je tiens à le signaler, d'un montage avec un nouveau montage sur le montage. Donc il y a des passages légèrement coupés dans lesquels on va entendre les différentes formes d'écriture aussi du texte, donc une écriture narrative et la retranscription d'un entretien familial. C'est un extrait qui éclaire aussi un personnage central, celui de votre grand-mère, la fille aînée d'Élisabeth. Dans le petit habitacle bleu ciel de la Yaris que mes grands-parents m'ont donné, nous roulons vers Salamanque. Ce voyage de Lisbonne à Paris, c'est leur manière de me montrer qu'ils sont présents, qu'ils peuvent m'aider, que si je m'appuie sur eux, je pourrais remonter à la surface des événements qui me rongent depuis 2 mois, comme un crocodile affamé déposerait ses yeux sur l'onde pour guetter sa proie. Nous avons plusieurs jours devant nous pour arriver jusqu'à Bordeaux, puis Paris, et les routes sont désertes. Mon grand-père est au volant. Il est concentré sur la route car il pleut des cordes et qu'il y a beaucoup de vent. Assise seule sur la banquette arrière, je regarde ma grand-mère qui me tourne le dos. Il fait froid. Elle porte un châle orangé qui remonte jusqu'à la base de ses cheveux. La pluie est si forte que seuls sont visibles les quelques mètres de bitume que nos roues avalent. Il n'y a rien à voir, rien à commenter. La direction de son regard la protège. C'est le moment. Lorsque mes grands-parents m'ont proposé de remonter une voiture avec eux depuis le Portugal jusqu'à Paris, j'ai su que j'allais le faire. Ouvrir cette brèche, m'y engouffrer. Regarder ma grand-mère et lui dire dans les yeux « Betsy ». Lorsque je pense à la cascade de mots bafouillés qu'il me faudra prononcer pour y arriver, je sens mon ventre se serrer. Comment basculer du silence au son d'un prénom plombé de secrets? Autrement dit, quelle est la meilleure manière de lâcher une bombe? Par la suite, les choses deviendront plus aisées. Les membres de ma famille viendront me trouver, l'air curieux, l'air soupçonneux. Alors, il paraît que tu fais des recherches sur Betsy? Ils ne diront jamais sur maman, sur ma grand-mère, sur ma sœur. Ils diront toujours sur Betsy. Mais pour l'instant, Betsy est un nom qui ne se prononce pas. Je sais qu'à l'instant où j'aurai tiré ce nom du silence, avec ce geste sec du scaphandrier tirant sur le câble qui le relie à la surface lorsqu'il en vient à manquer d'oxygène, quelque chose sera différent. Une modification imperceptible de la qualité de l'air. Quelques difficultés à respirer, contagieuses, une brusque nausée, une tension de tous les muscles, une soudaine immobilité des corps suspendus à ce nom. Quel chemin emprunter? Je choisis le détour. Je demande à ma grand-mère qui s'est occupée d'elle quand elle était enfant. Elle me répond que ses grands-parents maternels se sont occupés d'elle les premières années pendant la guerre, puis de ses 5 frères et sœurs, alors qu'ils avaient déjà élevé 11 enfants. Louis et Louise, c'était leur nom, habitaient une grande maison de la rue de la République à Saint-Germain-en-Laye. Par la suite, son père André s'était installé rue d'Alsace, puis rue des Ursulines. Ils avaient eu une maison à eux, là-bas. Il y avait eu Madame Adingue, la gouvernante, et des tantes qui se succédaient. Elle ajoute « Je n'ai manqué de rien ». Je bifurque. Je dis « Betsy ». Non, air, respiration, nausée, suspension. « Betsy, ta mère, elle n'était pas là ?» Silence. Ma grand-mère dit sans se retourner « Je t'ai vu venir ». Non, ma mère n'était pas là, ma mère était malade. Elle était suivie dans une clinique privée à Versailles par un médecin dont j'ai oublié le nom. Le docteur Fouquet, dit mon grand-père. Ma grand-mère dit qu'elle n'a pas beaucoup de souvenirs. La Trinité-sur-Mer, 24 mai 2023. La fille aînée. Je trouve ça intéressant d'éclaircir cette histoire parce qu'on n'a jamais fait la lumière sur son histoire médicale. Pour le reste, est-ce que ça apporte quelque chose à la famille? À moi, ça ne m'apporte rien en tout cas. Rien. Moi.
Il y a des éléments en particulier que tu aimerais savoir ? La fille aînée. Ce qui m'intéresse, j'aimerais simplement en savoir plus sur l'opération. Ça, c'est intéressant. Quand elle a été opérée, j'avais quoi, 9, 10 ans ? Ça vous passe par-dessus le bonnet, ces choses-là. Je devais être une petite fille qui ne devait pas beaucoup réfléchir, c'est probable. Moi, ou à qui on a appris à ne pas trop poser de questions, peut-être. La fille aînée. Je ne sais pas. Tu sais, le passé est le passé. Tu ne le réécris pas. Les conséquences, on les connaît. Je n'ai pas de curiosité pour ça. Moi, tu n'as pas de curiosité parce que tu as peur de quoi ? La fille aînée, je n'ai peur de rien, je ne suis pas sûre que ça m'intéresse tellement, le passé c'est le passé. Moi, mais un jour tu m'as dit, quand tu es venue chez moi à Saint-Ouen, tu m'as dit que tu me remerciais de faire ces recherches. Oui, tout à fait, tu fais le travail qui doit être fait, tu mets des mots sur une affaire familiale qui est douloureuse et qui... C'est très bien qu'une petite fille, une arrière-petite fille, tu es une arrière, c'est très bien, non, je t'en remercie effectivement. Moi, tu te souviens que j'ai déjà essayé de te poser des questions ? Un été en Bretagne, la fille aînée. Une fois, tu m'as posé la question, je me souviens très bien. Ton copain qui faisait des études pour devenir psychiatre était à côté de toi. Et là, je n'ai pas du tout voulu t'en parler. Je me suis dit, ça ne le regarde pas. Il n'est pas de ma famille, il va en plus, en tant qu'apprenti psychiatre, remonter le fil, vouloir savoir ceci, cela, il n'y a pas de raison de le mettre au courant. Il aurait eu un regard clinique qui n'est pas celui que je souhaitais là-dedans. Mais je trouve que toi, en tant qu'arrière petite fille, il n'est pas anormal que tu crèves ce monde de silence. Moi, il n'est pas anormal ou tu trouves ça bien ? La fille aînée. Je ne pose pas de jugement de valeur, c'est ni bien ni mal, c'est tout. Et puis tu es formée pour la recherche, ça ne peut pas être fait n'importe comment, ce genre de choses. Tu as été formée à ça, tu vas sans doute éclairer ce qui peut être éclairé, mais il y a tellement de zones d'ombre, des choses qu'on ne saura jamais. Moi. Mais si tu n'as pas de curiosité pour ça, pourquoi ça t'importe que j'éclaire cette histoire ? La fille aînée. C'est lui rendre justice que... Moi, qu'elle revienne ? La fille aînée, oui, qu'elle revienne avec tout ce qu'elle a subi. Moi, pour qu'on ne l'oublie pas tous. La fille aînée. Quand on sera mort, mes frères et mes sœurs et moi, il n'y aura plus personne. Terminé. Ça va être écrit, ça va être diffusé, les gens liront, écouteront, feront ce qu'ils voudront, mais ce sera là. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sûre que je prendrai connaissance de ton travail. Pas du tout sûre. On verra. Moi. Mais alors tu veux que ça reste pourquoi ? Pour l'histoire ? La fille aînée. Tu lui rends justice. Tu la fais revivre. Moi. Tu as peur que ça te dérange ? La fille aînée. Pas du tout. Tu vois bien que rien ne me dérange, rien. Tu trouves qu'il y a des choses qui me dérangent ? Moi. Je trouve qu'il y a plus de choses qui t'émeuvent que ce que tu dis. La fille aînée. C'est évident, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas envie de souffrir, c'est probablement une protection. Et ne crois pas que je pleure, j'ai une poussière dans l'œil. Merci. Alors c'est un passage, enfin deux passages qui m'intéressaient à deux niveaux. C'est un passage où on voit que vous vraiment littéralement crevez le monde du silence. C'est un passage à la parole comme on passe à l'acte. C'est une démarche que vous allez faire d'ailleurs auprès d'un certain nombre de membres de votre famille qui deviennent du coup pour nous, lectrices, des protagonistes d'une enquête, des personnages, que vous situez toujours d'ailleurs par rapport à Elisabeth. On entend aussi, me semble-t-il, dans la partie interrogatoire, toute l'ambiguïté du regard qui s'est posé sur votre démarche, puisque votre grand-mère le dit, étant de la famille, vous êtes la mieux et la moins bien placée, d'une certaine manière. Et puis vous aurez des réactions plus hostiles, on se méfie de vous. Je pense au SMS de la sœur de la grand-mère, la deuxième fille de Betty, qui vous écrit « Si tu trouves quelque chose, je ne veux pas le savoir », laissant précisément entendre qu'il y aura de fait quelque chose à trouver. Je me demandais, qu'est-ce que prendre cette place d'écrivaine dans la famille vous a permis d'écouter ? Ça fait un drôle d'effet, Justin. C'est la première fois que j'entends ce dialogue avec ma grand-mère lu. Et
il m'attendrit énormément en fait. En vous écoutant, je me suis dit, mais ça va rester. Ma grand-mère, comme ça, dans ces réactions-là, va rester. Et c'est tellement elle. Et ça me touche beaucoup. Du coup, donc sur cette place, cette espèce de place intérieure à la famille que j'avais, en fait, elle était pas totalement intérieure. Alors évidemment, avec des personnes comme mon grand-père et ma grand-mère, c'est l'approfondissement d'une relation d'intimité autour de ces questions-là. Donc là, c'est plus que être intérieur ou extérieur, c'est être constamment avec et faire ce chemin avec eux. En revanche, les autres personnes de la famille sont des personnes avec qui, à part mon père évidemment, j'avais quand même moins de liens. Donc c'est des personnes que je connais, que je fréquente depuis mon enfance, mais de manière assez, plus ou moins proche quand même, et pour qui j'avais donc, ils me faisaient confiance pour me dire certaines choses, et en même temps j'avais une extériorité qui, je pense, leur permettait de se confier comme ils l'auraient fait à une oreille étrangère. Et je dis ça parce que à certains moments, le travail d'entretien que je faisais était, je pense, dans la forme pas totalement différent d'un travail analytique, dans le sens où c'était une parole écoutée, on peut dire, pour la personne qui parle. Moi, j'arrivais, je posais mon enregistreur sur la table, et en fait, j'ai commencé les entretiens avec les membres de ma famille, pour la majorité après la mort de Jean-Louis, qui est donc un des enfants d'Elisabeth, et qui se suicide en janvier 2023. Et ça a ouvert une brèche de parole, à partir de laquelle je me suis dit, il faut que j'aille poser des questions aux autres enfants d'Elisabeth, ce que j'osais pas faire auparavant. C'est pas tant que eux me l'avaient interdit, c'est que moi j'osais pas y aller parce que je voulais pas les déranger avec cette histoire et je savais que c'était très sensible. Mais donc quand j'y vais, il faut imaginer que j'ai commencé l'enquête en décembre 2020 et que ça a refait circuler la parole sur Elisabeth, et donc que la plupart du temps, ils savent parfaitement sur quoi je vais les interroger. Et donc ça donne la situation suivante. J'arrive, je pose mon enregistreur sur la table et ils se mettent à parler. Et ça dure 3 heures, 4 heures, avec quasiment aucune relance ou aucune question précise de ma part, mais simplement des sortes de petites réactions ou peut-être parfois un petit mot pour leur demander d'aller plus loin, ou même un signe d'assentiment, et ils continuent. Et je pense que ça dit bien la position qui était la mienne, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une confiance quand j'arrive, que je m'installe et que je pose l'enregistreur, on me connaît et on me reconnaît, et en même temps très vite peut s'installer pour eux une sorte de parole propre et écoutée par eux-mêmes, dans laquelle finalement j'ai assez peu d'interaction, qui demande quand même une certaine extériorité. Mais ce livre a commencé, vous l'aviez dit, sous la forme, dans un projet de thèse. Je me demandais dans quelle mesure l'annonce d'une publication en livre vous a-t-elle semblé requérir d'autres autorisations auprès de votre famille? C'est pas le même destinataire. Non, après une thèse, c'est public, c'est un travail public qui potentiellement... Déjà, moi, je savais absolument pas que ça aurait cet écho-là. Il faut imaginer que c'est un travail hyper solitaire, dont je savais juste que pour moi, il avait des envies ou des ambitions autant littéraires que scientifiques, et donc je voulais que ça existe, ça puisse exister dans les deux univers, c'est-à-dire à la fois comme thèse et à la fois comme écrit de littérature à proprement parler, sans imaginer cette ouverture-là. Mais une thèse, c'est disponible en ligne, téléchargeable par tout le monde, par qui veut, sur des plateformes d'université. Donc je faisais pas vraiment la différence entre public et public, si vous voulez. C'est juste pas la même démarche quand on va chercher une thèse sur Internet ou quand on va acheter un livre en librairie, mais dans le caractère public de ces documents, ça l'est quand même. Mais après, ça a quand même eu une importance, étant donné que je savais de toute manière que ça serait public à partir du moment où je décide que ce soit une thèse ou un livre, ça a quand même une importance dans la manière dont je traite les personnages, c'est-à-dire qu'il y a un niveau d'abstraction, vous vous en rendez pas forcément compte, mais en fait, il y a beaucoup d'autres histoires. Si j'étais très précise sur chacun de ces personnages, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de connexions supplémentaires qu'il y aurait avec l'histoire d'Elisabeth. Et mon but n'étant évidemment pas qu'on reconnaisse ces personnes, mais qu'elles aient un certain rôle dans la chorégraphie et la constellation familiale. Mais donc c'est abstrait en fait par rapport à ce qu'ils me disent exactement. Donc ce souci-là en fait de public, il est de toute façon toujours présent dans l'écriture. C'était 4 ans d'enquête, c'est ça, 3 d'écriture. Ce qui est formidable dans le livre et qui donne un degré d'attractivité très grand au livre, c'est qu'on voit l'enquête évoluer
à coup de rebondissements, et le livre s'écrire presque sous nos yeux. Du coup, je me demandais, est-ce que cette posture d'errance ou d'ignorance, c'est une reconstitution a posteriori, une fois que vous avez, d'une certaine manière, détenu votre conclusion, ou bien est-ce que vous étiez déjà engagé dans l'écriture d'un livre qui a trouvé sa forme organiquement à mesure des découvertes? Non, c'est plutôt la première alternative. En fait, il y a 4 ans d'enquête et il y a plutôt 1 an et demi d'écriture. J'ai commencé à écrire véritablement, c'est-à-dire à penser la forme livre très tard, à partir de la mort de Jean-Louis, en fait, à partir de janvier 2023. Auparavant, j'écris, mais plutôt dans un sens de documentation, c'est-à-dire que je note à chaud un certain nombre de choses que je trouve et ce que ça me fait. Donc il y a quand même une base sur laquelle j'ai pu m'appuyer ensuite. Donc je dirais, c'est un peu les deux à la fois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces réactions à chaud. Par exemple, le passage sur la colère, c'est un moment qui est complètement écrit dans le présent. Le passage à Salamanque aussi, il y a quand même ça. Mais globalement, enfin, c'est ce que je dis aussi à un moment, quand on souffre, on n'écrit pas. Globalement, je suis quand même, dans les 3 premières années de l'enquête, complètement immergée dans une situation personnelle et enfin, je suis dépassée par les événements, quoi, littéralement, et donc je ne suis pas capable de leur donner sens. Et le travail d'écriture qui va s'étaler sur 1 année et demie à la fin de l'enquête, ainsi que le travail d'organisation de toute cette matière, c'est ce qui va me permettre de donner sens à cette histoire, de la comprendre, mais dans le sens vraiment de la sentir, de la prendre en moi. Et à partir de quel moment vous avez senti le livre à jour dans la thèse, en fait? À partir de quel moment vous vous êtes dit que l'écriture que ce texte, il allait avoir une autre destination que universitaire? Mais en fait, parce que ma thèse au départ, c'était pas du tout ça. C'était une thèse en études cinématographiques qui avait rien à voir. Hein. C'était même pas sur les doubles fantômes. Les doubles fantômes dont je parle dans le livre, c'est un sujet on en reparlera. Ouais, on en reparlera, sur lequel je donnais des cours en histoire du cinéma, mais c'était pas le sujet de ma thèse. C'est plus qu'à un moment, j'ai vraiment tout arrêté d'un point de vue universitaire, et que à côté, je menais cette enquête sur Elisabeth, mais qui était vraiment une question de, j'ai envie de dire, quasiment de vie ou de mort personnelle. Enfin, ça répondait vraiment à une nécessité qui m'était propre, à laquelle je n'avais pas du tout lié des enjeux universitaires, etc. Et c'est simple. Et quand je décide d'arrêter, enfin de ne plus travailler à plein temps en cuisine, de terminer ma bourse de recherche et de me remettre à l'écriture, je me dis, en fait, parce qu'il faut des tripes, en fait, pour écrire une thèse quand même, quoi. C'est un travail de très longue haleine. Et en fait, je me rends compte que mes tripes, elles sont à cet endroit-là. Et ce que je veux faire comme texte à ce moment-là, comme livre, en fait, j'en ai pas grande idée. La seule chose qui compte pour moi, c'est aller au bout. Quoi qu'il arrive, aller au bout et réunir tous les éléments de cette enquête dans quelque chose qui a une forme et qui, quoi qu'il arrive, sera transmissible, en fait, aux membres de ma famille, à d'autres étudiants, à des personnes qui sont concernées par ces questions, etc., etc. Et c'est simplement qu'à ce moment-là, je suis prise dans ce monde universitaire. Donc je me dis, bon, je vais présenter ça à mes directeurs de thèse, et puis si ça se trouve, ils vont me suivre. C'est ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai suivi mon impulsion tout du long. Et qu'est-ce que c'est à la fin, ce texte? Est-ce que c'est un livre de manière très générale? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une thèse? J'en sais rien. Mais c'est vraiment la continuité de cette impulsion-là que j'ai pu faire accepter, et dans le monde littéraire et dans le monde universitaire, en fait. Alors, on l'a dit, hein, on reparlera aussi un peu de la construction de ce texte qui est un texte vraiment hybride. Donc, il y a différentes sources qui viennent nourrir le livre. Et parmi les matériaux que vous brodez donc, à la structure du texte que vous écrivez, il y a un peu à l'image de pièces qu'on verserait à un dossier. Il y a un type de document sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde parce qu'il m'a beaucoup impressionné et qui va éclairer un peu et nous permettre de rentrer aussi dans la personnalité d'Elisabeth. C'est cette correspondance entre elle et André, donc son futur mari, avant leur mariage. Donc on est dans l'entre-deux-guerres, on est en 1940, dans la guerre a déjà commencé. Déjà, ouais. Donc, on va entendre l'extrait dans un instant, mais donc d'une part, André, donc qui est
qui est à la guerre, dresse la liste de tous les engagements que sa future femme, que Betsy devra honorer pour devenir son épouse. On a d'abord beaucoup de lettres de lui. Et puis, d'autre part, c'est un témoignage assez bouleversant quand il arrive parce qu'on a la première lettre de Betsy et qu'on y entend l'énonciation d'une jeune femme par elle-même, dans laquelle on peut lire l'image qu'elle se fait d'elle-même. Et c'est un moment un peu bouleversant, cette première lettre, parce que c'est l'endroit du texte, de votre texte, où Betsy s'énonce par elle-même. J'aimerais qu'on entende la première lettre d'André, puis la première lettre de Betsy. Mercredi 31 janvier 1940, Fontainebleau, 16h. Ma chère Betsy, vous ne saurez jamais combien votre première lettre m'a fait plaisir. Je ne sais comment m'exprimer, mais je suis maintenant absolument sûre de mon bonheur, de notre bonheur. Je me demande comment j'ai pu vivre si longtemps auprès de vous sans m'apercevoir que vous étiez faite pour moi. Mais le Seigneur l'a voulu ainsi, nous ne pourrons jamais assez le remercier. Une phrase de votre lettre me paraît résumer clairement la situation. Notre bonheur me paraît tout simple, nous nous aimons et nous ferons de notre mieux. Avec l'aide de Dieu, cela ira sûrement. De notre mieux. C'est la devise des louveteaux. Ce sera aussi, si vous le voulez bien, notre devise de fiancé. Fiancé, le mot me semble tout drôle. Pour moi, c'était une chose terrible que les fiançailles, alors que c'est si simple. Vous me dites merci, et pourquoi donc? C'est à moi de vous remercier d'avoir accepté un type comme moi. J'ai l'impression que vous vous méprenez sur mon compte. J'ai beaucoup de défauts. Mon égoïsme en particulier est féroce. Enfin, puisque nous sommes embarqués, j'espère que vous me corrigerez. N'ayez jamais peur de me dire toute la vérité. J'ai un bon estomac et j'encaisse tout. Mais moi, j'ai peur que ma brutalité ne vous fasse du mal. Je vous en prie, pardonnez-moi tout le mal que je pourrais vous faire et aidez-moi à acquérir de la douceur. J'espère que vous serez en excellente santé pour m'accueillir samedi. Vous ne saurez croire comme j'ai hâte d'être auprès de vous. Je voudrais que vous soyez pour moi une maman et que vous me dorlotiez. Pour ma garnison, le Seigneur m'inspirera. Je vous embrasse en pensant à ce que j'écris. André. PS. Je t'aime. Lundi 11 mars 1940, Saint-Germain-en-Laye, 12h30. André chéri, j'aurais aimé avoir eu un ami cet après-midi pour marcher à ses côtés et bavarder. Cet ami, c'est vous. Vous le savez bien. Et j'ai songé à propos de l'amitié. Il ne faut pas que nos lettres donnent un ton artificiel à nos rapports. Déjà, pendant votre permission, n'étions-nous pas moins amis qu'avant nos fiançailles? Comprenez ce que je veux dire. Amis autrement. Je suis très touchée d'être votre muse, votre dame, mais j'aime encore mieux être votre amie. Pas votre petite amie, votre grande amie. Vous serez mon grand ami. Un ami, c'est quelqu'un avec lequel on peut discuter, même par lettres, jouer, faire des projets sérieux et faire des projets de vacances. Quelqu'un que l'on quitte sans pleurer. Loin de lui, on y pense souvent, et pas tout le temps. On est heureux de le retrouver. Pas déçu ni désenchanté s'il a perdu ses cheveux, ou s'il a mûri physiquement et moralement. Je ne suis pas d'une naïveté impossible, je suis très sensée. Je sais bien que nous sommes hommes et femmes, et j'ai grand désir d'être un jour votre femme. Ça n'empêche pas d'être amis. L'amour seul permet la grande amitié. Chacun pouvant compter sur l'autre et voulant uniquement le bien de l'autre. Être amis, nous sommes d'accord. Voilà ce qui est viable, ce qu'il y a de plus chic. Betsy. Alors évidemment, cette correspondance qui contient déjà tellement
d'informations sur le mariage que ça va être, et en germe sans doute beaucoup d'annonces du drame à venir. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les circonstances dans lesquelles vous récupérez cette correspondance et quelle impression cette lecture vous fait quand vous lisez les lettres pour la première fois? Alors, simplement pour dire aussi, parce que vous disiez tout à l'heure que les lettres d'Élisabeth arrivaient assez tard, ce que j'ai cherché à faire justement, c'est à reproduire pour le lecteur ou la lectrice le fantasme qui m'entourait autour d'Élisabeth. C'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord en passer par un certain temps sans être face à la personne pour que puissent exister toutes ces représentations extrêmement contradictoires qui étaient aussi celles qui m'animaient quand j'étais petite et quand j'ai grandi, avant de voir pour la première fois Élisabeth, ce qui se passe dans une photographie, juste avant la première lettre qui vient d'être lue. Les lettres, ma grand-mère me dit en mars 2021, donc 4 mois après cette scène dans la voiture vers Salamanque, elle me dit tout d'un coup, comme à son habitude, « Si tu t'intéresses à l'histoire de ma mère, tu devrais lire les lettres. » Les lettres? Mais quelles lettres? Et j'apprends qu'il y a donc une correspondance très étendue entre Élisabeth et André. Elle n'est pas capable de me dire de quand datent les lettres, quelle période, de quoi il s'agit, combien il y en a. Donc je comprends qu'elle n'a pas lu les lettres. Elle me dit effectivement, moi les lettres, je ne les ai pas lues. Et mon grand-père, comme à son habitude aussi, qui est à côté de ma grand-mère et qui, lui, a la mémoire pour deux et se mêle de ce qu'il ne regarde pas, me dit « Moi, les lettres, je les ai lues. » Et il fait le commentaire suivant qui est « Tu verras, c'est terrible. » Et donc là, il me donne c'est pas une clé, un prisme de lecture avant que moi-même je découvre les lettres, de comment je dois les lire. Il me dit, tu verras, c'est terrible, parce qu'on voit vraiment la manière dont Élisabeth ne parvient pas à résister à André, il lui donne des ordres, et elle est trop fragile pour lui dire merde, elle est trop fragile pour lui dire qu'elle ne veut pas de ça, on sent déjà la catastrophe à venir. Elle est trop fragile, elle n'est pas assez, etc. Moi, quand mon grand-père me dit ça, c'est vraiment un choc parce que c'est la première fois que quelqu'un dit que peut-être il y a quelque chose dans la relation entre André, mon arrière-grand-père, et Élisabeth, mon arrière-grand-mère, qui pourrait être tenu pour responsable de son destin à venir. Donc, quand il me le dit, la première fois, je prends ça pour un énorme aveu, en fait, un énorme pas en avant. Et puis ensuite, je découvre les lettres. Et notamment celle-ci, et j'ai choisi aussi de commencer par cette lettre, alors déjà parce qu'il fallait respecter une certaine chronologie, les lettres d'André et d'Élisabeth nous font toujours avancer dans le temps, mais aussi parce que je trouve que c'est une lettre, je ne sais pas ce qui vous en semble, mais c'est une lettre que je trouve extrêmement moderne sur l'amour en fait. Il y a une manière elle pourrait être écrite aujourd'hui cette lettre, il y a une manière de poser ce que peut être l'amour au-delà d'un espèce d'idéal romantique et vraiment de partenariat, de collaboration au-delà du fantasme, qui est un peu tout le problème du début de leur relation, que je trouve extrêmement puissante. Et donc, j'ai choisi celle-là aussi parce que c'est mon premier choc en découvrant la correspondance, en découvrant en fait les lettres d'Élisabeth, c'est justement de trouver quelque chose qui est à l'opposé symétrique de ce que m'a dit mon grand-père, puisque je ne découvre pas du tout une femme trop fragile, une femme qui ne réussit pas à, c'est-à-dire en fait un corps responsable du destin qui va lui arriver, mais au contraire, je tombe sur une femme qui a une force de caractère certain et surtout qui a une lisibilité d'elle-même qui est assez sidérante. Au-delà ensuite de tout ce qu'elle va dire sur la maternité, sur le couple, etc., qui sont aussi des choses auxquelles je m'attends évidemment pas, mais même avant ça, cette manière de se connaître, de connaître ses besoins, c'est évidemment tout le contraire de la représentation que me permettait d'avoir mon grand-père. Donc voilà, cette correspondance, je la trouve comme ça, avec ce prisme de lecture-là, et comme il y a énormément de lettres, peut-être 200 ou 300 lettres, je ne la lis pas d'un coup tout de suite, mais elle va m'accompagner tout au long de mon enquête. Et donc, c'est aussi une sorte de ligne téléphonique presque qui s'installe avec le passé, avec Élisabeth, et comme si elle commentait différents moments de mon enquête à travers ces lettres. Et il y a plein de moments où certaines phrases d'elle viennent me percuter, précisément parce que j'en suis à un point où je suis en capacité de les comprendre, ou alors elles résonnent étrangement avec elle. Donc c'est vraiment une sorte de lien, de dialogue en fait, que j'ai pu établir avec elle grâce à ces lettres. Oui, et puis
je trouve cette manière qu'elle a de poser, qu'elle se sent extrêmement sensée, dans l'annonce d'un parcours de psychiatrisation, c'est assez glaçant. Alors évidemment, une autre source du livre, c'est un document assez clé, c'est cette fiche d'admission d'Elisabeth en hôpital psychiatrique, donc on est en 1950, après leur mariage. Et cette fiche comporte un diagnostic écrit noir sur blanc de schizophrénie. Est-ce que vous vous souvenez de l'image que vous aviez de la schizophrénie avant d'ouvrir cette enquête ? Assez vaguement en fait, mais c'est vrai que je pense que j'ai été d'une génération où au cinéma il y a eu beaucoup de films sur les troubles des personnalités multiples et je pense que je confondais complètement les deux, c'est-à-dire que pour moi la schizophrénie c'était vraiment avoir 20 personnalités complètement contradictoires qui pouvaient se réveiller à n'importe quel moment, et c'est aussi un moment où on est quand même dans une vision assez horrifique de la maladie mentale avec je crois que le discours de Sarkozy après il y a eu un patient qui s'est échappé d'un asile en France qui a tué une personne suite à ça, et il y a eu un discours de Nicolas Sarkozy qui a vraiment, je crois que c'est en 2009, qui a vraiment transformé en fait la vision de la psychiatrie et les circulations qu'il y avait entre l'hôpital psychiatrique et l'extérieur. Et je pense que je suis vraiment de cette génération-là qui est bercée, c'est pas du tout le mot, qui est entourée par une vision assez effrayante en fait de la psychiatrie. Donc pour moi la schizophrénie c'est presque la culmination de cette image horrifique de la maladie mentale. Alors, évidemment, le texte creuse ce diagnostic et vos recherches vous mènent sur les raisons un peu détaillées de l'hospitalisation forcée de Betsy. Donc là, je cite le détail du diagnostic: les colères à l'égard du mari, intolérance aux contraintes, irritabilité, réaction impulsive. Donc là, vous écrivez: le moindre de ces symptômes est-il caractéristique de la schizophrénie ? Et il me semble que c'est vraiment un moment de bascule du texte, et qu'à ce moment-là, c'est plus une question que vous posez pour répondre à une inquiétude personnelle, mais que c'est une question que vous posez d'une certaine manière à la société. Donc, pathologiser les femmes, les condamner en tant que folles dans la société pour mieux les faire disparaître, pour les oublier, pour les enfermer. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous auriez senti ce basculement, oui, presque voilà, de l'intime au politique ? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que il y a alors c'était en novembre 2023, je crois, où j'ai décidé de partir à Washington dans les archives de Walter Freeman, qui est donc le psychiatre qui en fait, par lequel la lobotomie devient une pratique populaire en Europe, qui lui est aux États-Unis, parce qu'elle est inventée. Donc la lobotomie, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une opération qui consiste à séparer l'avant de l'arrière du cerveau en sectionnant des fibres entre les deux pour inhiber en fait toutes les émotions du sujet. Et elle est inventée en 1936 par un psychiatre portugais. Tout le monde lui dit mais c'est horrible votre truc, on va pas faire ça en fait. Sauf Walter Freeman qui entend parler de cette pratique et qui se dit c'est la meilleure manière pour vider les hôpitaux psychiatriques des États-Unis de leurs patients. Et donc il va la populariser en contournant en fait le discours médical et en l'imposant par la presse, par les journalistes qui l'invitent dans les salles d'opération, il photographie les opérations, etc. Et en fait il fait croire au miracle. Et j'ai passé un mois dans ces archives à Washington, je pense à ce moment-là à commencer à mesurer l'ampleur du problème, c'est-à-dire à quel point, en fait, je comprends à ce moment-là que ce que je pensais comme une idée certaine, qui était que la lobotomie serait intervenue sur la maladie mentale comme un
cancer, en gros comme une tumeur, c'est-à-dire que la maladie mentale serait localisée quelque part dans le cerveau et la lobotomie se trompait, mais ce qu'elle cherchait à faire, c'est à enlever l'endroit précisément où se trouvait la maladie mentale. En fait, je comprends dans les archives de Freeman, vraiment les étudiants précisément, qu'au départ, il pense ça, mais assez rapidement, il se rend compte que pas du tout, et il fait tout à fait cyniquement le choix d'une opération qui limite pour que les personnes puissent réintégrer leur rôle social. Et c'est dit explicitement, enfin, il y a un passage, une citation de Freeman dans le livre, où il dit clairement, si les personnes sont moins créatives, ont moins accès à des espaces imaginaires, la société en général n'en souffrira pas, par contre, elle souffre de tous ces penseurs fous. Donc il y a vraiment cet arbitrage qui est fait entre des personnes diminuées, mais efficaces, ou au moins efficace, c'est même pas l'intérêt en fait, simplement réintégrable et utilisable par l'ordre social, qu'il soit domestique pour les femmes ou productif dans le travail à l'extérieur de la maison pour les hommes, et cet arbitrage-là qui est fait véritablement. Et là, ça me pose vraiment la question en fait de mais qui décide de ça et quelle norme en fait on met en jeu quand on prend ce type de décision-là. Et là, je comprends qu'il s'agit d'une histoire qui est beaucoup plus globale. Oui, parce que là, on touche évidemment à la thèse scientifique du livre, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, vous déconstruisez le récit, encore un autre, selon lequel la lobotomie aurait pour vocation de guérir. Et donc, les médecins qui pratiquent la lobotomie à l'époque, entre autres sur votre arrière-grand-mère, ne pensent pas guérir la maladie mentale. Mais donc, vous qui avez effectivement beaucoup approché ce sujet, selon vous, quel terreau, quelle vision de la médecine ont permis aux médecins de l'époque de poser en conscience cet acte médical qui est une sorte d'acte d'invalidation émotionnelle, enfin je ne sais pas comment dire, mais c'est ça, de couper les effets et pas la cause du problème. Je suis pas sûre je suis pas sûre d'avoir les ressources pour répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un type d'acte médical qui s'inscrit dans une longue tradition quand même d'intervention sur le corps des femmes pour les remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire en gros c'est vraiment cette idée assez concrète en fait de couper ce qui dépasse. Donc au début du XXe siècle, c'est principalement par la gynécologie que ça passe, la gynécologie psychiatrique. On va enlever l'utérus, on va enlever le clitoris pour calmer les ardeurs, pour remettre à l'équilibre. Enfin, c'est quand même des notions comme ça. Et c'est vraiment cet héritage-là de couper ce qui est en trop et ce qui n'est pas nécessaire selon la vision de la fonction sociale de la personne qui en l'occurrence une femme. Donc voilà, je pense que c'est ce type de tradition en fait, psychiatrique qui rentre en jeu à ce moment-là. Et donc l'exercice d'une violence sociale et institutionnelle à l'égard des femmes. Oui, en fait, ce qui me semble important, c'est justement de ne pas considérer cet acte comme... parce que là, je ne sais pas quelle représentation vous avez de la lobotomie, mais pour moi, avant de commencer cette enquête, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi, en gros. Donc c'est un espèce de psychiatre fou, tortionnaire, qui se venge de sa vie pourrie sur des gens qui n'ont rien demandé à personne, quoi. Enfin, ce qui est une espèce de vision qui est en fait assez dangereuse parce qu'elle coupe... Certes, ça montre l'horreur de la psychiatrie, mais ça coupe complètement la responsabilité sociale et environnementale de la lobotomie. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment découvert et tenu à montrer dans cette histoire, c'est que, en fait, les corps qui sont lobotomisés, c'est précisément les mêmes corps que ceux sur lesquels les personnes qui dirigent la famille ou la société, c'est-à-dire les hommes, ont des droits. Et la lobotomie est une opération qui a concerné en immense majorité, mais c'est pas relatif, c'est en écrasante majorité des femmes, sans qu'aucun psychiatre de l'époque ne daigne le souligner. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un psychiatre qui écrit ça marche mieux sur les femmes ou il y a plus de femmes concernées. C'est comme si personne ne remarquait qu'on lobotomisait en immense majorité des femmes. Et ça, c'est justement parce que, moi, ce que je soutiens, c'est que la lobotomie, comme un certain nombre de violences psychiatriques, ne sont en fait que des prolongations de violences familiales, conjugales, sexistes, sexuelles, par des biais médicaux et légaux, mais qui sont portés exactement par les mêmes personnes, par les mêmes dynamiques et par les mêmes individus, littéralement. Et cette lobotomie est effectivement subie par Elisabeth sur demande de son mari, d'André, juste pour le préciser.
Et c'est aussi, pour répondre aussi à cette question de à quel moment l'intime devient politique, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où lâche en moi la question de est-ce que je suis folle moi aussi, parce que je découvre l'étendue du pouvoir réel de cet homme André sur cette femme Elisabeth, et je comprends qu'il ne s'agit pas du tout de la question de savoir si elle était folle ou pas, et donc si je le suis, mais de savoir comment est-il possible de faire subir à une femme une chose pareille en fait. Et du coup la question elle est plus du tout, déjà ce n'est plus la mienne, ça devient vraiment complètement la sienne, et puis je pense que j'entre en empathie avec toutes les personnes qui ont subi ça, et ça cesse d'être la question de ma propre folie au bout d'un moment complètement. Oui, justement, j'aimerais qu'on entende le prochain extrait avec la toute première évocation de la lobotomie dans le texte, et puis ensuite un passage où on vous suit justement dans l'enquête. Je trouvais ça intéressant aussi de vous visualiser dans un hôpital, l'hôpital de Bonneval, qui n'est pas celui où Elisabeth a été internée, et où on voit l'effet physique aussi qu'a sur vous d'être traversé par la parole de ces femmes, et la responsabilité qui vous incombe de faire émerger le vécu de la lobotomie par les patientes elles-mêmes. Elle avait des marques de chaque côté du crâne, sur les tempes. Des marques ? Mon oncle est venu passer Noël avec nous. Mon père, ma mère, mes sœurs, moi. J'ai abordé le sujet la première. J'ai prononcé son nom, Betsy. C'est suffisant pour le faire parler. Comme une bulle sur le point d'éclater, transparente, invisible, mais qui maintenant est là, immense, gonflée, si fragile. Il dit... Ce n'étaient pas des marques, c'était plutôt des trous. Ça lui faisait 2 zones d'ombre de chaque côté du visage. Il plie son index et le tend vers moi. Ça faisait à peu près cette profondeur-là, tu vois, la profondeur d'une phalange. Elle passait son temps à ramener ses cheveux dessus pour essayer de les cacher, mais elle n'avait pas beaucoup de cheveux, alors ça se voyait quand même. Ça lui donnait vraiment un air étrange. Mon père, à côté de son frère sur le canapé, opine du chef. Il dit « Elle ressemblait à un volatile ». Dégarnie avec un long cou, des cavités de chaque côté du crâne et les lèvres gercées. Nous, poursuit mon oncle, les enfants, les cousins, les étés en Bretagne, on faisait des conciliabules pour parler d'elle, pour savoir ce qui s'était passé, ce qu'elle avait vraiment. Les adultes, ils n'en parlaient jamais, absolument jamais. Ça alimentait nos imaginaires. Mon oncle et mon père se taisent, pensifs. L'hôpital psychiatrique de Bonneval couvre une centaine d'hectares en plein cœur de la petite bourgade située à quelques dizaines de kilomètres de Chartres. Les douves de cette ancienne abbaye, intégralement ceinte de murs, ont été reconverties en parking, mais l'on pénètre toujours dans l'hôpital par une porte monumentale datant de cette époque plus faste. Je suis venue ici pour les trouver. Les dossiers d'une trentaine de patientes lobotomisées par Marcel David à l'hôpital de Bonneval entre 1948 et 1953, dont les cas servent de corpus d'études à la thèse d'un certain Claude Higuer, découverte à la bibliothèque de médecine de Paris. Lorsque je l'ai contacté par mail, le secrétariat du centre hospitalier Henri Hey m'a répondu que, contrairement à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, celui de Bonneval avait conservé toutes ses archives et que les dossiers que je cherchais avaient donc toutes les chances de se trouver sur place. Il m'attendait. Parfois on a, parfois on n'a pas. C'est le principe de la recherche. Puisque le dossier de Betsy demeure introuvable, je dois me tourner vers d'autres sources pour essayer de comprendre ce qu'elle a vécu. Monsieur Bertin, le responsable des archives, entre dans la guérite et me fait signe de le suivre. Je lui emboîte le pas le long des allées de l'hôpital. Le printemps n'est pas encore là. La pluie a gorgé d'eau la pelouse qui vient d'être tondue. Au loin, quelques ombres marchent, lourdes, lentes. Il me propose de passer par le cloître, le bâtiment le plus ancien où se trouve la chapelle et l'ancien réfectoire. Les volumes sont élégants, le jardin tiré au cordeau. L'endroit est paisible, silencieux. Sur un banc, le regard perdu parmi les arcades, une patiente est assise. Une ombre. Elle se tourne vers moi lorsque j'entre dans son champ de vision et me suit des yeux, longtemps,
jusqu'à ce que nous ayons passé la porte qui mène hors du cloître, et peut-être même après, alors que nos pas s'éloignent dans les allées de l'autre côté du parc. Bientôt, nous y sommes. Le pavillon des archives, un bâtiment en briques de plein pied posé à l'écart au bord du Loir qui scinde le parc de l'hôpital de part en part. C'est l'ancienne morgue, me dit M. Bertin. Je pense, la dernière demeure. Il y a une certaine logique. Une trentaine de dossiers se trouvent sur la table. Ce sont toutes les patientes lobotomisées que j'ai pu identifier à partir des registres, me dit M. Bertin. J'ignorais complètement que des lobotomies avaient été pratiquées ici, me dit M. Bertin, mais j'ai parcouru tous les livres de la loi de 1945 à 1955 et effectivement, j'en ai trouvé quelques-unes. 35 lobotomies, toutes pratiquées entre 1948 et 1953 par le docteur Marcel David sur des femmes internées dans le service fermé d'Henri Hey. Avant que je ne commence à consulter les dossiers, M. Bertin propose de me montrer l'arrière du bâtiment où sont stockées les archives. Dans les arrière-salles de l'ancienne morgue, après 2 portes blindées que M. Bertin ouvre à l'aide d'un petit trousseau pendu à sa ceinture, je suis accueillie par une succession d'étagères métalliques s'étalant à perte de vue. Au plafond, des néons clignotent. Les dates défilent sous mes yeux, stroboscopiques, au fur et à mesure que je suis M. Bertin à travers les rayonnages. 1861, 1898, 1911, 1942... Ça commence au début et ça finit à la fin, me dit-il, pragmatique. Est-ce cela, le sentiment d'une dette de mémoire ? Suis-je la seule à l'entendre, ce cri qui me déchire les tympans alors que je remonte les allées encombrées, pressées entre les rangées d'étagères ? N'est-ce qu'une élucubration de ma conscience, le fruit de ma terreur, de l'oubli, de l'ensevelissement, de la disparition ? Ces rayonnages d'archives compriment mon thorax comme autant de petites stèles qui finissent par former ensemble un rocher, une péninsule, une montagne, un sommet. À ma table de travail, je plonge dans les 35 dossiers comme une mouche dans un pot de confiture. Je nage au milieu de leurs voix, m'englue, avale une quantité astronomique de souffrance et m'enfonce, dépassée dans la masse de leurs histoires. Les observations médicales, journaux chronologiques des troubles des patientes, alterne remarques cliniques des soignants et retranscription des paroles des malades. Ces 2 voix sont inscrites par une même plume. La confusion est totale. 23 février 1950, lobotomie frontale, a fait une crise d'agitation sur la table d'opération, s'est calmée de retour au lit, température 40,2, pouls 120, a vomi 2 fois dans la soirée. 1er mars 1950, à 7h du matin, fait une hémorragie nasale assez importante. L'interne de service lui a tamponné avec des hémostatiques. 21 mars 1950, a eu une crise d'épilepsie pour la première fois, recommence à faire des malices, déchire ses vêtements. 26 septembre 1950, bonne à rien. 22 janvier 1951, très perverse et taquine, on est parfois obligé de la camisoler et de la mettre au lit, a eu quelques séances d'électrochoc. Quels sont les effets de la lobotomie ? Comment réagit le corps ? Comment réagit l'esprit ? Comment le choc s'éprouve-t-il dans la parole ? Qu'ont à dire les patientes de ce qu'elles ressentent après l'opération ? Alors que je suis traversée par la parole de ces femmes, les syntagmes figés des articles de l'époque décrivant les résultats « 20 juillet 1951. Il y a 15 jours que je suis opérée, je me rappelle de tout. 3 ans après l'opération, la lobotomie a réduit mes scrupules, mais j'ai des scrupules d'en avoir moins. Je lis peu, je regarde les images. J'étais comme ça avant la lobotomie. J'aimerais me promener. Je le faisais avant. Je n'écris plus. Je ne peux plus y arriver. Quand on m'a annoncé la mort de papa, je n'ai pas pu verser une larme. Je ne pleure plus maintenant. J'ai peut-être versé 10 larmes, c'est tout. Depuis l'opération, c'est bizarre, il faut que je raisonne pour avoir du chagrin. Je n'en ai pas tout de suite.
Ça, c'est pas naturel. Depuis ma lobotomie, je pense que je suis plus indifférente, plus près des animaux. Mais un animal, ça peut aussi être malheureux. Je suis aussi malheureuse qu'avant, mais je suis moins sensible. Alors Elisabeth, si intense, si libre, qui vit si postpartum en 7 ans, qui gêne parce qu'elle est trop. Une des questions du texte, évidemment, c'est la question de la colère. C'est-à-dire que non seulement Elisabeth subit une opération, mais elle n'a plus accès à sa propre colère de l'avoir subie. Et j'aimerais qu'on parle de cette question de l'accès à la colère comme un héritage et comme un attribut confisqué aux femmes. Il y a ce passage à la fin du livre où vous dessinez une sorte de généalogie de vos colères depuis votre enfance, les circonstances qui les ont produites, ce qu'elles vous font physiquement. Et il y a ce passage particulièrement émouvant où vous imaginez Betsy en colère. Et vous dites désormais, lorsque la colère me prend, je pense à Betsy. Voilà, comment la colère, quel instrument ça a été pour vous pour écrire? Merci aussi de poser cette question suite à cette lecture parce que, moi, ça me fait sortir de mes gonds, quoi. Ces voix, en plus, c'est comme tout à l'heure, c'est des voix que j'ai lues. Alors, je pense que le dispositif, c'est que c'est des soignantes qui demandaient aux patientes d'expliquer ce qu'elles ressentaient et que les soignantes retranscrivaient. Mais donc, pour moi, c'est vraiment, je l'entendais comme une voix en le lisant, mais je les avais jamais entendues dites. Et je pense que c'est encore plus inaudible, quoi. Il y a quelque chose ça me sature de violence, quoi. Et pardon, j'en oublie. Oui, si, sur la colère, parce que je pense que il y a ma colère personnelle sur laquelle je vais revenir puisque c'est votre question, mais il y a aussi le moment où ma colère elle devient collective et c'est vraiment ce moment-là. C'est le moment où cette espèce d'empathie insupportable que je me mets à ressentir pour Elisabeth et cette vie détruite de part en part et de toutes les manières possibles rejoint d'autres vies qui sont les mêmes en fait, à quelques différences près. Et c'est ce moment-là, c'est ce moment où je suis dans les archives de Bonneval. La colère, c'était l'autre chose qui se passait héréditairement de personne en personne dans la famille, de génération en génération. Alors là, pour le coup, c'était pas que de femme en femme. Moi, j'ai vraiment grandi avec ma grand-mère qui me disait ah mais parce que j'ai des sœurs très colériques, je le suis moi-même. Elle nous disait toujours ah mais ton père, les colères qui piquaient quand il était gamin, et puis ton grand-père, et puis ton arrière-grand-père, arrière-grand-père, etc. Et par exemple, Louis, le père d'Elisabeth, dont je ne connais quand même pas grand-chose puisqu'il est né à la fin du 19e siècle, la chose qui est restée sur lui, c'est qu'il piquait des colères. Mais de ces colères à lui, on ne disait pas exactement la même chose des colères d'Elisabeth, dont d'ailleurs on ne parlait pas, parce que la colère féminine ne doit pas exister, donc même pas dans les discours. Mais quand on me décrivait les colères de Louis, on disait il avait des saintes colères. Donc Louis avait des saintes colères, par exemple. Et en fait, donc peut-être qu'une des autres clés de lignée en fait, que je cherche à travers cette enquête, c'est la clé de la colère. Et comme vous le dites très bien, ce que je comprends à un moment, qui est sans doute le moment de Bonneval, qui est le moment où je comprends ce que fait vraiment la lobotomie sur des corps, c'est-à-dire que je ne le comprends pas scientifiquement, je le comprends émotivement en lisant des témoignages de femmes qui l'ont subi. Je comprends qu'Elisabeth, on lui a tout enlevé, on l'a détruite de toutes les manières possibles et qu'on lui a enlevé la possibilité même de s'insurger de ce qu'elle avait subi. On lui enlève le droit à la colère, on lui enlève la possibilité de la colère et on lui enlève la possibilité de se rendre compte qu'on lui a enlevé sa colère. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le vertige d'horreur, quoi. Et donc, je me dis cette chose-là, qui est mon récit à moi, mon mythe à moi, mais qui me va très bien, qui est que cette colère qui réapparaît chez mon père, chez mes sœurs, chez moi et chez beaucoup de personnes de la famille, est cette colère qu'on lui a enlevée.
Et c'est ça qu'on a en partage, en fait. Cette malédiction héréditaire, c'est pas la maladie mentale, c'est cette colère qui doit passer, qui doit trouver sa voie pour sortir. Et qui trouve sa voie à travers la lecture qu'on peut faire de ce texte, parce que je pense que c'est un texte qui met le lecteur, la lectrice à un endroit de colère contagieuse. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la posture de lectrice que j'ai pu ressentir à la lecture de Mon vrai nom est Elisabeth, c'est cet espace de liberté très grand que vous parvenez à créer. Il y a la colère d'un côté, mais il y a aussi un sentiment de liberté, puisque je l'ai dit, le texte est un savant puzzle très bien monté. Là, on fait référence un peu aussi au cinéma, mais voilà, il y a plusieurs matériaux, plusieurs tons, plusieurs genres dans ce texte. Tous les documents sont juxtaposés à votre récit. Et il me semble que la spécificité et tout l'intérêt de ce puzzle, c'est que vous n'expliquez jamais vraiment les raisons qui vous font passer d'un matériau à un autre. En tout cas, c'est jamais souligné, surligné, avec parfois aussi des transitions un peu abruptes. Que vous ne commentez pas, vous laissez les lectrices exercer aussi leur esprit d'association, composer leur propre parcours logique ou émotionnel, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Je me demandais, est-ce qu'il existait une version du texte plus bavarde, plus commentée, c'est-à-dire est-ce que vous avez sciemment retranché des éléments explicatifs ou des légendes ou des liens? Est-ce que vous avez volontairement privé, entre guillemets, les lectrices de liens pour leur permettre cette appropriation aussi? Oui, j'ai tout enlevé. Oui, alors je sais pas à quel point on est un peu on écrit comme on aime lire aussi, c'est-à-dire que de toute façon, moi je suis très sensible au cinéma de montage de manière générale, c'est-à-dire un cinéma qui fait des liens de manière pas du tout explicative, mais simplement en rapprochant des éléments. Donc c'est déjà mon propre goût en tant pour le coup que spectatrice. Et c'est vrai que ce qui est surligné de manière générale me déplaît assez, mais ça demande vachement d'autocontrôle, en fait, cette histoire de ne pas commenter. C'est-à-dire que quand on est face à... En fait, ça demande de mettre tout ce qu'on mettrait en commentaire, de ressenti face aux archives qu'on trouve, d'analyse de situations qu'on vit. Ça demande de les retenir, de les garder en soi et de les transformer justement en montage. C'est-à-dire de se dire... qu'il faut réussir à produire exactement le même travail analytique ou de commentaires chez les lectrices, mais sans leur imposer nos propres conclusions. Donc ça demande beaucoup de retenue. Et c'est ce qui explique sans doute les 20 dernières pages du livre qui n'ont rien à voir de par leur texture avec le reste du récit, qui sont ce moment où je pense que je ne peux plus me retenir, en fait. Et où il faut que toute cette masse de commentaires que j'ai tus, sous une forme différente, plus organique, qui vient de plus loin sans doute, puissent quand même trouver une voie d'expression. Et c'est pour ça qu'elles arrivent au bout de manière... Elles auraient pu ne pas être là, presque, mais enfin ça aurait été vraiment cohérent avec mon éthique d'écriture jusque-là, mais c'est vraiment ce moment où je ne tiens plus, en quelque sorte. Alors évidemment, le livre est une sorte d'entreprise de déconstruction d'un certain nombre de récits. On l'a vu, récit familial, récit médical, scientifique. Mais ce qui est super intéressant et vivifiant, c'est qu'une fois mise à terre, vous vous proposez aussi de reconstruire d'autres imaginaires. Et vous l'avez dit par ailleurs dans des entretiens, mais ce livre qui est raconté à la première personne du féminin s'inscrit dans une histoire de récit d'apprentissage au féminin. J'avais envie de vous entendre là-dessus parce que vous aviez entrepris, je crois, un travail de recherche universitaire sur la question du double féminin, fantôme, au cinéma, ce qui est un thème absolument magnifique, et aussi en littérature. Donc vous citez Jane Eyre de Charlotte Brontë, Rebecca de Daphné du Maurier, donc ces récits d'initiation pour un personnage féminin qui doit construire son identité en miroir avec un double, un anti-modèle, une folle en général. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces textes et à quel endroit vous souhaitiez faire bouger leurs lignes, justement ?
Alors, le double fantôme ne me fascine pas en tant que texte, il me fascine en tant qu'image, parce que j'y ai vraiment, bien sûr que je sais que ça vient de ces récits-là, mais c'est vraiment par le cinéma que j'y suis arrivée, et en particulier par l'adaptation d'Hitchcock du roman Rebecca de Daphné du Maurier, qui sort quasiment en même temps, hein, l'année d'après le roman de Daphné du Maurier, et qui sont en fait, justement, ça c'est vraiment une ligne parallèle à mon enquête, et elle ne la rencontre, mon enquête, qu'à un certain moment. Donc je donnais des cours de cinéma, j'avais un programme complètement ouvert, enfin je pouvais littéralement faire tout ce que je voulais, ce qui est un peu inquiétant. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai vu Rebecca, et au bout d'un moment, je pense que j'ai fait ce cours d'histoire du cinéma pendant peut-être 4 ans, et au bout d'un moment, ce double fantôme qui apparaissait dans Rebecca s'est mis à aspirer tout le reste de mon cours, et mon cours n'est plus devenu qu'une sorte de déclinaison sur ce motif du double fantôme, qui est donc, comme Isaline vient de vous le dire, ce sont des sortes de récits d'apprentissage, généralement sur un personnage féminin jeune, qui est hanté par un autre personnage féminin qui incarne tout ce qu'elle ne doit pas devenir à ce moment où elle doit devenir une femme. Et donc je me mettais à faire toute l'histoire du cinéma occidental par ces doubles fantômes. Et ce qui est le plus curieux, parce que ça semble évident qu'Elisabeth c'est mon double fantôme aujourd'hui, mais j'ai mis vachement de temps à m'en rendre compte. Et c'est au moment où, ce que je raconte dans le livre, à un moment où ma tante me téléphone et me dit « Mais Adèle, tu sais que toutes les femmes de la famille, à un moment donné, qui est justement ce moment de passage de jeune fille à femme, tu sais que toutes les femmes de la famille ont posé des questions sur Elisabeth », c'est là que le caractère systématique en fait de ce personnage, le caractère fantasmatique aussi de ce personnage me frappe, et que je comprends tout simplement qu'Elisabeth est mon double fantôme, et que cette aspiration que j'avais à ce motif cinématographique venait tout simplement du fait que j'en avais un moi-même. Et comment vous regardez vers une manière justement de rénover cet imaginaire-là? Et parce que justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un motif qui est... si vous commencez à y être attentif, vous allez le voir partout, comme moi, je suis sûre. Récemment, par exemple, je ne sais pas si certaines ont vu de Substance, le film de Coralie Farja. Bon, on est complètement là-dedans, quoi. Bon, je vous raconte pas l'histoire, mais en fait, justement, pour moi, c'est un motif qui est vraiment structurel du cinéma occidental, qui commence par Hitchcock, qui est repris par Brian De Palma, qui est repris dans Phantom Thread aussi récemment de Paul Thomas Anderson, qui est repris par Céline Sciamma dans Portrait de la jeune fille en feu. Donc, c'est un motif qui est tellement structurel que c'est un super endroit pour voir comment on intervertit nos imaginaires et comment on passe justement de ce motif de la femme folle qu'il faut tenir à distance pour devenir la jeune fille parfaite, la bonne épouse et la bonne mère, à au contraire des imaginaires de femmes puissantes qui, parce qu'elles ne sont pas rentrées dans les codes, en deviennent des personnages possibles auxquels on peut s'identifier. Donc pour moi, c'est un motif qui a tellement d'histoire, en fait, qui a tellement d'incarnation, qui a tellement été illustré, que je trouve que c'est un endroit magnifique ou inverser la tendance culturelle. Et c'est pour ça que ma thèse, je l'ai appelée avec panache, enquête sur le double fantôme. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une thèse sur le double fantôme, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, c'est un livre qui parle de ces imaginaires-là, mais en travaillant à les inverser, comme d'autres l'ont fait avant moi. Céline Sciamma, c'est un très bon exemple, le Portrait de la jeune fille en feu, par exemple, sur une histoire d'amour homosexuel, c'est comment aussi reprendre ce motif d'une autre manière. Il y a aussi, du côté de la littérature, il y a Jean Rice, La prisonnière des Sargasses, qui est une réécriture de Jane Eyre à partir de l'histoire de Bertha Mason, qui est la première femme, donc qui est cette vieille folle qui hante le château de Thornfield Hall, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc c'est déjà un motif qui est réécrit, qui est repris, et disons que j'ai envie de m'inscrire dans cette tradition de la réécriture. Et parlant de Betsy, vous la regardez comme une femme dont vous avez finalement réellement que vous avez finalement réellement rencontrée, donc pas son fantôme mais elle. En quoi et à quel endroit Betsy vous aurait-elle autorisé à vous émanciper justement et à passer à la création? Mais pourquoi vous dites que je l'ai vraiment rencontrée? Enfin, qu'est-ce qui vous fait penser ça dans le livre? Parce que je pense que vous retirez tellement de couches, de récits à son propos, qu'à un moment donné, vous atteignez le cœur de qui elle était, j'ai l'impression.
Ouais, je suis pas sûre, moi. Au contraire, j'ai l'impression que ça devient une image qui est tellement kaléidoscopique que c'est simplement l'enjeu pour moi, c'est de déplacer le fantasme en fait. C'est pas de le résoudre intégralement. Sinon, dans une autre version de ce livre, il y a une photo d'Elisabeth qui traverse tout le livre en fait, qui est vraiment sa colonne vertébrale. Et dans une version antérieure, elle était présente à la fin du livre. Et en fait, je l'ai enlevée parce que précisément le propos n'est pas du tout là en fait. C'est pas de remplacer le fantasme par la violence de l'effet de réel. C'est au contraire de transporter nos imaginaires vers autre chose. Et, mais pour C'est répondre vrai à que cette votre... photo, on l'attend un peu et c'est fascinant qu'elle ne s'y trouve pas en fait. Mais en fait, il y a des sortes d'avatars de cette photo un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même des visages auxquels on peut accrocher Elisabeth, et y compris des images aussi, qui sont toujours des manières décalées de voir Elisabeth, mais un corps qui participe à ce kaléidoscope, à ce portrait kaléidoscopique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette enquête, cette espèce de personnage fantomatique et horrifique s'est inversé en un personnage qui devient une source immense en fait d'émancipation pour moi, et presque une manière de relire la question des lignées de femmes dans la famille à travers ce prisme de la liberté par rapport à certains codes sociaux et même de la création. Que du côté d'Elisabeth, je mettrais quasiment aussi du côté de l'écriture, parce que la seule manière dont j'ai eu accès pour le coup directement à elle, c'est via son écriture, via la correspondance. Et c'est cette rencontre à la toute fin du livre avec cette petite fille, nièce d'Elisabeth, qui est céramiste à Lourdes, où justement je découvre tout un autre pan de femmes de la famille, qui sont pas les femmes que je connais, parce qu'évidemment c'est les femmes qu'on met de côté, qu'on ne montre pas aux réunions de famille, qui n'ont pas eu la vie qu'il fallait avoir. Et en fait, en découvrant cette céramiste qui crée des choses absolument sublimes dans les Pyrénées à côté de Lourdes, je me rends compte que les descendantes d'Elisabeth, c'est aussi elle, c'est aussi ça. Et qu'en tant que telle, j'en fais aussi partie, mais pas à l'endroit où je pensais en faire partie. Alors j'aimerais qu'on termine peut-être par un dernier extrait, un extrait qui parle de ce qui reste en fin de parcours, après avoir cherché, après avoir compris, après avoir pas compris, après avoir regardé derrière et osé le regard plus loin. Et puis, voilà, finir sur un bref, je ne sais pas comment dire, clin d'œil, en tout cas qui dessine une autre filiation choisie à l'attention d'une arrière-petite-fille en cuisine. Les archives, comme les histoires que l'on se raconte pour grandir, sont des paravents. Elles dispensent une réalité codée, fractionnée par les plis de l'objet, en grande majorité recouverte, et dont nous ne voyons que le haut, le bas et les interstices. Lorsque j'ai commencé cette enquête, je croyais chercher dans les archives, je ne dirais pas la vérité, je n'ai pas cette innocence, mais du moins un certain nombre de faits qui, mis dans le bon ordre, auraient fourni une version partiale mais représentative de l'histoire de Betsy. Si j'avais besoin des archives, c'est que j'avais la vague conscience que les voix des membres de ma famille mentaient, ou plutôt, mentir n'est pas le mot, qu'elles ne pouvaient pas, comme le dit ma grand-mère, dire plus que ce qu'elles pouvaient dire. Je pensais me sauver de l'aveuglement familial par la recherche. J'avais cette formation universitaire, j'étais une adepte des bibliothèques et des grimoires, je pouvais parler ce langage-là. Je pensais sauver une part de moi par une autre, penser l'affection par le savoir. J'ai découvert que les documents mentent. Non, mentir n'est pas le mot. Qu'ils sont tout aussi partiaux que les individus, voire davantage encore, car le temps ne fait rien d'autre aux documents que de les effacer, alors qu'il rend l'individu plus sévère, et donc plus silencieux, ou plus sensible, et donc plus bavard. Les récits des individus sont étonnamment fragiles. Ils peuvent se maintenir identiques dans le silence pendant 70 ans, puis se modifier sous nos yeux en quelques secondes, comme ces peintures rupestres qui s'évanouissent sur leurs pans de roche sitôt qu'un ray de lumière les touche. Ils sont aussi étonnamment plastiques, bouffis d'images oubliées qu'un nom, un geste, une question peut soudain faire ressurgir des entrailles de la terre. J'aime la labilité des récits intimes, ces tissus cellulaires constamment rongés que la mémoire se bat pour maintenir à flot, tissant une nouvelle pièce à chaque fois qu'une ancienne disparaît. Il paraît que la nature n'a finalement pas horreur du vide. Je crois que l'esprit, lui, l'a. Mon père raconte que Betsy, lorsqu'elle disait une ineptie à table qui faisait rire la galerie, s'en rendait compte immédiatement et riait avec eux de bon cœur.
Moi, j'imagine que dans ses yeux, une petite lueur doutait, une petite voix qui se mettait en marche et lui soufflait. Pourquoi je dis cela ? Qu'est-ce qui m'a fait dire cela ? Par tous les moyens, son cerveau cherchait à reconstituer l'image manquante. Comme les malades d'Alzheimer qui, quand ils ne savent plus, ne savent pas rien, mais savent autre chose. Avez-vous déjà vu cela ? Le regard de la personne qui prononce une phrase dont elle sait qu'elle n'est pas véritablement juste, mais doit impérativement la prononcer quand même ? Le regard de celle qui passe son temps à essayer de rattacher ses perceptions au réel ? On pointe cette tendance chez les fous, mais je sais, moi, que ça ne leur arrive pas seulement à eux. Il y a des récits partout. Leurs récits, les miens, les paravents. Ceux que l'on sait être en partie inexacts, au mieux incomplets, mais que l'on exprime quand même inlassablement, car sans eux, on ne pourrait pas vivre. Considérés sous un angle intime, les documents d'archives sont d'une cruauté inouïe, des lacunes organisées, des récits qui omettent de dire qu'ils en sont et se parent des habits de la vérité à grand renfort de tampons et d'entêtes. Voilà, j'ai voulu panser la plaie par l'enquête, et je me suis trouvée doublement en colère, écrasée par leurs voix pleines de silence, écrasée par leurs archives pleines de silence. Que sommes-nous capables de mettre en place pour ne pas voir la souffrance, pour qu'elle ne nous affecte pas ? Quels édifices, quelles institutions pour la tenir à distance ? J'ai cru retrouver Betsy par l'archive. Par l'enquête, j'ai ouvert une béance dans laquelle tous leurs récits sont venus s'écrouler les uns après les autres. Comprendre ne résout rien. Comprendre transforme la souffrance en colère et la colère ne résout rien. Mais la colère a un pouvoir. Elle éventre les paravents. Elle les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits. Est-ce qu'on meurt de ne plus croire aux histoires avec lesquelles on s'est construit ? Je veux bien croire que la peur tue, que la culpabilité tue, que le silence tue, mais je ne peux pas croire qu'on meurt d'avoir regardé la souffrance en face. Moi, en tout cas, je ne suis pas morte. Et avant que la colère que nul ne m'a prise, ne se retire de ma plage intérieure, avant que la colère, ne laissant derrière elle qu'une vague nausée qui ne me brûlera plus que le fond de la gorge, ne déserte mes rochers, mes algues et mes galets, et que ne demeure sur le sable retourné et humide de ma conscience que quelques crabes inertes au corps transparent que des mouettes affamées auront déjà évidé de leur bec, je me mettrai à écrire. Car derrière les paravents, même s'il n'y a plus rien, même si le temps a tant passé qu'il ne reste que des cendres emportées par le vent ou par les flots dans le courant de la Seine, même si les souvenirs sont si anciens que seuls les paravents leur tenaient lieu de réalité, il y aura toujours quelque chose à inventer. Après tout, la pensée a horreur du vide. Tarte au citron, dite de Betsy. Faire une pâte à tarte, brisée, que l'on fait cuire au four d'abord, puis mettre dessus la crème au citron, étendre sur la crème les blancs battus avec une tasse à thé de sucre en poudre, faire dorer au four. Crème au citron, mélanger 2 jaunes d'œufs et un œuf entier avec une tasse à thé de sucre en poudre, une cuillère à soupe de farine, un zeste de citron et son jus, délayer le tout avec une tasse à thé d'eau, faire cuire sur le feu lentement en remuant. Avant de disposer la crème sur la pâte, saupoudrer légèrement celle-ci de sucre mêlé de farine, aussi la pâte ne se ramollira pas. J'ai encore pas mal de questions au cas où, mais je me demandais si ça vous intéresserait de prendre la parole et d'en poser une à Adèle. Oui, c'est vrai. Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation, les lectures et tout et tout. Je voulais savoir si vous étiez d'accord de dire quelques mots sur le travail éditorial et savoir comment ça s'est articulé
l'accompagnement de votre thèse d'une part et éditorial de l'autre, ou bien si ça s'est fait en parallèle ou... Oui, ça s'est fait en parallèle. Quand j'ai senti que le manuscrit était fini, ce qui n'était pas très loin de cette version-là, mais finalement c'était pas fini. Mais j'ai eu la sensation que j'étais arrivée quelque part. Je l'ai envoyé en même temps aux 5 enfants encore en vie d'Elisabeth, qui était quand même les premières personnes à qui je le destinais, à mes directeurs de thèse et à des éditeurs. Et donc ensuite, j'ai vraiment poursuivi les 2 voies universitaires, d'ailleurs même les 3 voies presque, familiales, universitaires et littéraires en même temps. Et pour vous donner un exemple très très concret, j'ai fini la dernière correction des épreuves le 16 décembre et j'ai soutenu ma thèse le 17 décembre. Donc ça s'est vraiment fait en même temps. Ouais. Est-ce que je réponds à votre question ? Ouais. Est-ce que les éditions du sous-sol vous ont demandé des modifications importantes ou... Non, aucune modification. Aucune modification, et aussi sur le travail éditorial un peu plus largement, c'est moi qui avais décidé des coupures avec les noirs. C'est la différence des polices faisait aussi partie de ma thèse, elle était déjà présente, l'insertion des documents, etc. Donc tout l'objet était pensé. J'ai même choisi l'illustration de couverture, qui a un magnifique tableau. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez en dire un mot, parce qu'il est effectivement fascinant. J'avais vraiment envie que ce soit une peintre contemporaine qui illustre le livre, pour des raisons de sororité, on va dire. Et je suis tombée complètement par hasard sur cette image en fouillant les artistes qui étaient exposés par le musée d'Orsay à l'occasion d'une exposition sur la nouvelle garde, de la peinture contemporaine. Et il y avait peut-être 80 noms, et j'ai vraiment cliqué par hasard sur le nom de cette peintre qui s'appelle Eleni Shatzberashvili, qui est une peintre géorgienne. Donc c'est la première personne dont j'ai regardé le travail, et la première de ces peintures que j'ai vues était celle-là. Et ensuite j'ai épluché tous les autres noms, et évidemment jamais aucune ne m'a touché autant. Alors à première vue, il semble évident que on a évidemment cette relation de double fantôme entre un personnage qui semble être une jeune femme et un fantôme qui apparaît sur sa gauche. Mais en fait, ce que je préfère dans cette peinture, c'est le petit carré blanc au milieu, que vous voyez peut-être pas, mais qui pour moi Elisabeth, elle est vraiment là, c'est-à-dire dans cette absence qui est ultra visible, qui est le comment ça s'appelle, disons, j'ai un trou de mémoire, dans une peinture. Merci, la perspective de tout le tableau, donc tous les regards convergent vers ce point-là, et en même temps ce point-là est absent et vide, donc il structure tout, et en même temps il se retire, il se dérobe à nous. Donc c'est une peinture que j'aime beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais vraiment tout ce travail-là, toute cette intention était là dans le livre dès le départ, mais simplement j'ai rencontré les éditions du Sol un peu tard. J'avais déjà envoyé le livre à plusieurs éditeurs qui l'avaient refusé avant, et ce qui fait que quand j'ai rencontré les éditions du Sous-Sol, j'étais complètement repartie en travail, et donc Adrien Bosc m'a dit je le prends comme ça, et je lui ai dit pas du tout, non. Vous ne le prendrez pas comme ça. Et j'ai repassé 3 mois à travailler vraiment en profondeur dessus. J'avais eu aussi un certain nombre de réactions des membres de ma famille qui, je pense, dont j'avais envie de faire quelque chose, ou qui m'avaient ému. Enfin bref, voilà, c'était présent. Et finalement, peut-être avec cette assurance-là d'avoir un éditeur, les passages qui sont les plus fluides pour moi, ceux dans lesquels je me suis sentie le mieux dans l'écriture, je les ai écrits cet été-là. Et c'est le passage par exemple sur les archives, c'est le passage sur la découpe de la viande, c'est le passage à Bonneval, c'est le passage aussi où je reviens sur ma relation très dysfonctionnelle avec cet homme au début. Voilà, que des passages où je pense que je me sens en droit à ce moment-là d'être dans ce type d'écriture, et peut-être que avec un peu plus de distance vis-à-vis de l'écriture argumentative et universitaire, et donc ils sont nés en fait vraiment dans cet été de retravail. Mais des réceptions justement familiales, universitaires. Bon, le milieu littéraire a très bien accueilli votre livre. Est-ce que la réception que peut en faire le milieu de la psychiatrie vous intéresse, par exemple ? Oui, alors après, il y a souvent des psychiatres qui viennent aux rencontres. Je pense que c'est des psychiatres qui sont déjà
alertes et concernés par ce type de problématique et ce type d'approche, enfin, déjà en quelque sorte acquis à la cause. Mais là, à partir de septembre, j'ai plusieurs invitations à intervenir dans des cadres psychiatriques ou plus professionnels, et je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans un cadre plus collégial. Je crois qu'il y avait une question de... Oui, madame. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette rencontre hyper intéressante qui me donne envie de relire le livre, en fait. J'ai une petite remarque d'abord parce que j'étais très touchée en le lisant et puis en réentendant ce soir tout l'aspect sur la colère. Et ça me faisait vraiment penser à cet aspect de symptômes partagés qui est proposé par Sylvia Lippi pour une nouvelle forme de psychanalyse, en fait. Et voilà, c'est un... Enfin voilà, je vous invite à tous le lire parce que ça donne une nouvelle perspective, en fait. Et la deuxième chose, c'est une question, là. Il me semble que dans une interview, enfin je ne sais plus où je l'ai entendu, mais la soutenance de votre thèse, elle était performative. Et donc je me demandais si vous travaillez sur une forme performative du livre, parce qu'il me semble que, et on l'a entendu ce soir, ça s'y prête parfaitement. La forme de la soutenance, ouais, je leur en ai fait vraiment voir de toutes les couleurs. J'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est une forme que je reprends à peu près telle quelle, enfin un peu retravaillée. Je l'ai reprise à la Maison de la Poésie et je reviens en Belgique à l'Intime Festival à Namur fin août et je vais montrer cette forme-là. Donc j'en dis pas forcément plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Liora Jacoté, qui est la metteuse en scène avec laquelle je travaille pour ça, on est en train de, enfin, on a le projet assez avancé quand même, de travailler sur une adaptation théâtrale qui permettra notamment de remettre en jeu un certain nombre de matériaux initiaux de cette enquête, de voix, de documents. Moi, j'ai assez envie de revenir à un rapport un peu organique presque à l'archive et à ce que ça bouge en nous et à comment on se comporte en fait sur un plateau avec. Et puis, je sais pas si je dois dire adaptation théâtrale ou performance, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, le théâtre, enfin le plateau en fait, c'est un espace extrêmement ouvert, extrêmement multimédia aussi, où il y a de la place pour beaucoup de types de médiums. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller assez naturellement pour ce travail-là. Bonjour. J'ai été très touchée par votre livre. Je l'ai dévoré. C'est un chef-d'œuvre. Bravo. Merci de l'avoir écrit pour toutes les femmes. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ça m'a fait penser au mythe de Méduse. Surtout à la fin, quand vous rencontrez la sculptrice et qui vous dévoile quelque chose sur la famille. Mais la question que j'ai, c'est si vous pourriez lui poser une question, ce serait quoi à Elisabeth? C'est assez vertigineux, hein. Parce que naturellement... En fait, je ne sais pas si je lui poserais une question. Je crois que je lui dirais plutôt quelque chose du type t'avais le droit ou c'était possible, quoi. Quelque chose comme ça, je pense. Est-ce qu'on s'arrête là? Oh. Une dernière question. Ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être partager une information que peut-être vous avez déjà. La lobotomie a vraiment été développée et créée par un médecin portugais, mais en plus, il a gagné en 1949 le prix Nobel de la médecine pour cette découverte. Donc, vous voyez, et comme vous avez dit aussi, la plupart des personnes qui étaient lobotomisées étaient des femmes. En général, 84%, quelque chose comme ça.
Mais pour vous dire que c'était à l'époque vu comme un grand progrès scientifique. C'est ça. Et de manière générale, il y a beaucoup de travaux à faire sur la connaissance de cette opération qui en fait n'est pas du tout documentée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait combien de personnes ont été concernées. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucune étude globale. Quand on dit qu'il y a une majorité de femmes, c'est purement expérimental comme donnée, parce que personne n'a jamais fait d'études globales en fait. Donc moi c'est vrai que dans vous le dites très bien. Hein. Ouais, c'est ce que j'explique. C'est vrai que moi dans tous les documents d'archives ou articles scientifiques sur lesquels je suis tombée, il y avait systématiquement entre 70 et 100% de femmes. Mais voilà, il y a quand même tout un travail à faire, y compris sociologique aussi, pour comprendre d'où venaient les victimes. Pourquoi ? Parce que les électrochocs, par exemple, c'est une pratique psychiatrique qui a concerné énormément, enfin on parle de centaines de milliers de personnes en France. La lobotomie, c'est quand même une part qui serait plutôt de l'ordre de la dizaine de milliers. Donc, qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, dans un même parcours psychiatrique, pour elles, on bascule sur ce type d'opération qui est complètement radicale et irréversible. Voilà, il reste tout ce travail scientifique à faire que je vais peut-être en partie prendre en charge d'ailleurs, parce que j'ai quand même envie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'archives évidemment qui n'ont pas leur place dans ce livre. Je me dis que c'est des choses quand même que j'ai trouvées et dont j'ai envie de faire quelque chose, et peut-être en travaillant avec d'autres chercheurs, chercheuses, mais essayer de produire aussi un peu des données sur cette opération. Oui, ce serait formidable. On va peut-être s'arrêter là, mais ouais, il y a encore une question ? Oui, là-bas. Voilà, tout d'abord, un immense merci. Et je voulais savoir, en fait, si ce n'est pas indiscret, quelles étaient les réactions familiales suite à votre travail qui vous avaient peut-être le plus touché ? Les réactions qui m'ont le plus touché ? Familiales. Je peux vous dire les premiers mots que m'a dit ma grand-mère après avoir lu le livre. C'est curieux, hein. Elle n'a pas parlé de sa mère, elle a juste dit ah, c'est marrant de se voir comme un personnage à travers les yeux de quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup aimé ça. C'est une dernière. Du coup, moi, je me demandais, puisque maintenant vous avez publié ce livre-là, qui était un peu hybride, puisque c'était à la fois et une thèse et un objet qui est devenu littéraire, est-ce que maintenant vous avez envie d'écrire d'autres livres, donc dans cette continuité-là en littérature, et alors plutôt des fictions, ou plutôt dans ce style vraiment de littérature de non-fiction ? Est-ce que ça vous a ouvert un champ là-dedans ? L'histoire de cette enquête, c'est un peu aussi ça que je découvre en arrivant à Lourdes chez la céramiste. C'est aussi l'apprentissage de l'écriture pour moi, vraiment. Et je pense que la plume que j'ai au début n'a strictement rien à voir avec celle que j'ai à la fin. Je parle pas forcément en termes de qualité, mais je parle même en termes de plaisir et de technicité. C'est-à-dire que en fait, c'est un métier comme un autre qui s'apprend. Et ce qui au départ est vraiment compliqué, voire douloureux pour moi, parce que l'écriture, je sais manier les mots parce que j'ai fait des études universitaires, etc. Donc c'est quelque chose que je connais, mais mon apprentissage, il a toujours été orienté vers une écriture argumentative dans laquelle on dit pas je, etc. Donc apprendre à dire je, apprendre à être attentif à sa sensibilité, apprendre à traduire la sensibilité des situations plutôt que quelque chose de très factuel, etc. C'est tout un apprentissage qui au départ est douloureux et qui à la fin devient un véritable plaisir. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus ludique à l'écriture littéraire et que j'y prends un véritable plaisir dans lequel j'ai envie de continuer. Après, je constate, je crois, que je n'ai pas beaucoup d'imagination et qu'en fait, je crois que ce qui me passionne dans la littérature, et c'est aussi pour ça, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais que j'adore vraiment énormément Svetlana Alexievitch, l'autrice biélorusse, prix Nobel, qui travaille à partir de témoignages de personnes. Ce que je crois, le plus fascinant dans la littérature, c'est cette manière d'aller de plus en plus profond c'est comme si on prenait un plan, je pense aussi vachement cinéma, mais on prend un arrêt sur image, on arrête un moment, et puis on le creuse par le langage. À l'infini, le plus long. Et à chaque fois qu'on a l'impression de s'arrêter, on peut repartir et mettre une vitesse de plus et aller encore un degré en dessous. Et voilà, je crois que j'ai ce rapport-là.
descriptif, dans un sens presque poétique, quoi, la littérature sur laquelle j'ai envie de poursuivre. Merci infiniment Adélion, c'était tellement bien.